Il est exactement à 20 heures à Differ, un village situé à 182 km de Dakar. Il est exactement 20 heures dans les différents studios de la 7TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les régimes d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall sont responsables du retard accusé par le Sénégal dans son processus de développement socio-économique. Telle est la conviction de Moudignan. L'enseignant à la retraite dit également détenir des éléments qui prouvent qu'Abdoulaye Wade est le commanditaire de l'assassinat de Maître Babacar Sèye. Vous aurez à Moudignan tout feu, tout flamme dans ce journal. Bradage foncier dans la banlieue de Dakar, les maraîchers de Yeumbeul Nord craignent une spoliation du peu de terre qu'il reste comme espace cultivable sur le littoral. Ces derniers n'osent plus s'investir à fond dans la culture maraîchère car ayant déjà perdu des portions de terre en raison du bradage foncier, ils invitent à cet effet l'État à protéger leur assiette foncière et booster leur activité. Le reportage de ce soir s'intéresse aux dégâts liés au changement climatique. Nous irons à Differ, un village situé dans la commune de Palmarin, région de Fatigue. Cette localité est confrontée à une élévation du niveau de la mer, des submersions marines et de l'érosion côtière. Jeudi dernier, les habitants ont assisté à un éboulement. Une équipe de la 7TV a été déployée sur les lieux. Voici donc les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, est le commanditaire de l'assassinat de Maître Babacar Sèye, survenu le 15 mai 1993. Ce ne sont pas mes propos, mais ceux de Moudignan. Lors d'une conférence de presse tenue hier, l'enseignant à la retraite affirme qu'il a des preuves irréfutables qui démontrent que l'implication du troisième président du Sénégal sur la mort de l'ancien adjoint au Conseil constitutionnel. Voici ses propos. Maître Babacar Sèye, qui était l'adjoint du président du Conseil constitutionnel. Maître Babacar Sèye, qui était l'adjoint du président du Conseil constitutionnel. Mais il est fortement impliqué dans son assassinat. Il y a plusieurs faits qui le confirment que personne ne peut contester. Abdoulatif Coulibaly a même écrit un livre là-dessus. Je veux dire par là que Maître Abdoulaye Wade est le commanditaire de l'assassinat de Maître Babacar Sèye. Le régime d'Abdoulaye Wade et Macky Sall sont responsables du retard accusé par le Sénégal dans son processus de développement socio-économique. Voilà une autre affirmation de Moudignan lors de son face-à-face avec les journalistes hier. L'enseignant qui fustige donc une mauvaise gestion des deux anciens présidents, en l'occurrence Abdoulaye Wade et Macky Sall, affirme toutefois que les nouveaux dirigeants ont besoin du temps pour redresser ce pays. Le professeur Moudignan ne cache pas son désaccord avec les deux anciens présidents du Sénégal. Face à la presse, l'enseignant à la retraite a dénoncé une malgouvernance des régimes d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. On m'accuse de détester Abdoulaye Wade, Macky Sall et Idrissa Seck. Moi, je dis que c'est totalement faux parce que je suis un musulman. Ces personnes citées sont aussi mes concitoyens. Mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils ont géré le pays. Selon le professeur Moudignan, ce sont des régimes marqués par de gros scandales, des détournements et de violations de la Constitution. Abdoulaye Wade a fait poser plusieurs actes pour lesquels il aurait pu être déchu. Ne serait-ce que pour la corruption, il méritait une sanction. Il a aussi politisé toute l'administration. Quant à Macky Sall, il a commencé à violer de façon flagrante la Constitution et les lois en vigueur. Qui viole de façon flagrante la Constitution et les lois en vigueur. Ce
Ce sont ces pratiques qui ont entraîné le Sénégal dans cette crise et qu'il sera difficile pour les nouveaux dirigeants de réparer les dégâts. Il faut que les gens sachent quel pays les nouveaux dirigeants ont hérité, comment les anciens gouvernants l'ont détruit et quels sont les efforts qu'il faut pour le remettre sur de bons rails. Ainsi, Modignan affiche son soutien au tandem Diomaye Sonko, mais l'enseignant à la retraite a émis des réserves. Tant qu'ils sont sur la bonne voie, je continuerai à les soutenir. Mais le jour où ils vont dévier de trajectoire ou poursuivre les mêmes pratiques des anciens régimes, ils mourront sur leur chemin. Le professeur Modignan demande au gouvernement d'entamer de profondes réformes pour redresser le pays. Cela passe nécessairement par une majorité à l'Assemblée nationale. Et nous restons toujours avec le professeur Modignan qui évoque cette fois-ci la lancinante question du foncier. Il affirme que les spoliations foncières se sont aggravées au Sénégal avec l'arrivée des régimes libéraux. Pour lui, c'est ce phénomène qui est à l'origine des inondations dans plusieurs zones. La réserve foncière laissée par le régime socialiste a été accaparée par Maître Abdoulaye Wade et ses collaborateurs, a soutenu le professeur. Socialiste, dañ fait bàyyi li ñu tuddee réserve foncière ay suuf yu bari. On peut tout reprocher aux socialistes, mais ils nous ont laissé une grande réserve foncière qui s'étend sur plusieurs hectares de terre. dara nekk foon ba ñu defee élection législative ba pare 2001 lépp da ko séddale ay ministres am ay députés. Après les élections législatives de 2001, il a tout distribué à ses hommes. C'est l'une des causes des inondations dans certaines localités, comme la zone de captage et la cité Bellevue. Il a fait la même chose à la foire, à la cité Keur Gorgui, à l'aéroport et à Ouakam. Keur Gorgui c'est pareil. Fii diggante aéroport ak Ouakam, c'est extraordinaire. Bradage foncier dans la banlieue de Dakar, nous vous l'annoncions dans les titres. Les maraîchers de Yeumbeul Nord craignent que le peu de terre qui leur reste comme espace cultivable sur le littoral leur soit privé. Ces derniers n'osent plus s'investir à fond dans la culture maraîchère car ayant déjà perdu des portions de terre en raison donc du bradage foncier. Il invite à cet effet l'État à protéger leur assiette foncière et booster leur activité. Nous allons donc dans la banlieue de Dakar retrouver notre correspondant sur place, Bakary Cissé. Les maraîchers de Yeumbeul Nord ont toujours la peur bleue d'investir à fond dans la culture maraîchère. Ils craignent de perdre ce qui leur reste comme espace cultivable. Les craintes maintenant, je peux en parler, mais est-ce que nous pourrions les avoir? C'est là le point d'interrogation. Déjà, ceux qui étaient ont quitté. Ils sont chez eux, ils sont sans emploi, sans rien. Gain de cause. La bande déclassée, devenue une zone de convoitise pour bien des prédateurs fonciers, les maraîchers, quant à eux, invitent l'État à protéger leurs portions de terre et surtout les soutenir à booster leurs activités. Très satisfait de la visite du ministre de l'Urbanisme parce que là dépend ces gens-là qui viennent pour brader nos investissements, massacrer nos investissements. Voilà. Nous voulons que l'État nous aide. L'État nous encadre. Parce que là, on a vu la visite du ministre. Ils ont tout fait pour lui guider là où il n'y a pas de problème. Mais nous, maraîchers, sur ces 826 hectares, nous qu'on a massacré nos investissements, nous pour qui on a poussé nos employés même à aller à l'immigration clandestine. Selon le président du GIE des maraîchers Wemar, plus d'une dizaine de pertes d'emplois enregistrées et des départs notés vers l'Eldorado par la voie irrégulière en quête d'une vie meilleure.
Bakary Cissé, pour bien cultiver la terre, il faut être en bonne santé. Justement, parlons de cette nouvelle victoire du Sénégal dans le secteur de la santé. L'hôpital militaire de Ouakam a réalisé une 4e transplantation rénale ce samedi 27 juillet 2024. Via un tweet, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée annonce que l'équipe exclusivement sénégalaise était composée de membres du consortium HMO Dantec et d'un chirurgien vasculaire. La DIRPA affirme que le couple donneur-receveur se porte bien. La réalisation de la première transplantation rénale sur le sol sénégalais a eu lieu le 26 novembre 2023. 2 autres patientes souffrant d'insuffisance rénale chronique ont été transplantées par l'équipe du docteur Fari Faye. Cette opération était jusque-là réalisée à l'étranger. Nous en arrivons donc, mesdames et messieurs, au reportage de ce soir qui s'intéresse au changement climatique et les désagréments qui en découlent. Pour en parler, nous prenons donc la direction de Guifer, un village situé dans la commune de Palmarin, région de Fatick. Cette localité est confrontée à une élévation du niveau de la mer, des submersions marines et de l'érosion côtière. Jeudi dernier, les habitants ont assisté à un éboulement. Il n'y a certes pas eu de pertes en vies humaines ni de dégâts matériels, mais ce phénomène a fini d'installer une grosse inquiétude dans le village. Une équipe de la 7TV a été déployée sur les lieux. Les images montrent à suffisance la gravité de la situation. Regardez. Nos paysages littoraux sont façonnés par l'océan, la mer sculpte, monte et avance à grande vitesse. Avec le réchauffement climatique, nos rivages changent de visage. Bienvenue à Guifer, un village sérieusement menacé par l'érosion côtière. En forme de flèche, cette étroite bande de terre coincée entre mer et rivière est confrontée à un phénomène mondial. D'année en année, elle perd des pans entiers à cause des assauts virulents de l'océan. Vraiment, cette menace-là, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour la population. 20 ans en arrière, la mer a avancé au moins de 300 mètres ou plus. Jeudi dernier, au quai de pêche du village situé en face du fleuve, la mer a encore grignoté la plage, comme on le voit dans ces images filmées par des amateurs. Maïmouna Tiaré était là ce jour-là. Elle se dit inquiète du phénomène. Ce qui s'est passé ici avant-hier est extraordinaire. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. C'est très inquiétant. Des éboulements comme ça ne se sont jamais produits ici. Pas à ma connaissance, en tout cas. Tout de suite après la publication de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, la mairie de Palmarin et ses partenaires se mobilisent pour sauver ce village peuplé de plus de 4000 habitants et dont l'activité tourne autour de la pêche, du commerce et du tourisme. La direction de l'environnement et des établissements classés qui sont présentement même à Palmarin. Donc dès qu'ils ont vu les vidéos, ils se sont mobilisés. Ils sont venus constater de visu, voir ce qui s'est passé. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui est bien pris en charge. Donc l'ADEC, les ONG, on a reçu le MCA aussi, le Millennium Challenge Account. Ils sont venus il y a 1 an. Donc ils sont en train d'y travailler. On attend toujours des propositions techniques. Guifer était relié à Sangomar. Ce n'est qu'en 1987 que le fragile cordon qui reliait les 2 localités a rompu, donnant ainsi naissance à l'île de Sangomar. Depuis lors, la brèche entre ce nouvel îlot et le point où se trouve le village de Guifer continue de s'élargir progressivement. Et si rien n'est fait d'ici quelques années, cette localité risque simplement de disparaître. Un reportage qui porte la signature de Djibril Diallo et de Papis Dem. Merci à vous.
Revenons à Dakar pour parler du BRT. Le préfet de Dakar annonce la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation à compter de ce lundi 29 juillet 2024. Cette nouvelle mesure vise à améliorer la fluidité du trafic dans la zone d'influence du corridor du BRT. Elle entraînera également plusieurs changements significatifs dans les habitudes de circulation. Charretiers, les pousse-pousse ainsi que les gros porteurs sont les plus visés par cette mesure. Moussa Mané nous en dit plus. Ceci constitue un nouveau plan de circulation dans la capitale. Interdiction des charrettes dans le département à partir de ce lundi. Un plan qui, selon l'autorité préfectorale, vise à améliorer la fluidité du trafic dans la zone d'influence du corridor du BRT et entraînera plusieurs changements significatifs dans les habitudes de circulation. C'est une très bonne décision parce que personne ne doit emprunter la voie du BRT. De plus, la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport routier de marchandises sera interdite de 6h à 21h sur tout le corridor et la zone d'influence du BRT. Les modes de transport à traction animale tels que les charrettes ainsi que les pousse-pousse seront également prohibés sur l'ensemble du corridor et de la zone d'influence du BRT. Des mesures diversement appréciées. Ceux qui ont des chantiers ici font venir souvent des camions, c'est-à-dire des véhicules gros porteurs. Et tout cela ne fait que créer des embouteillages. C'est vrai que nous créons des embouteillages, mais je demande aux autorités de nous trouver une autre voie à emprunter. Non, ça ne nous arrange pas du tout. Et surtout que ça ralentit même notre travail. Pour garantir la sécurité des piétons et des usagers de la route, le stationnement est désormais interdit en dehors des zones désignées sur les voies de circulation, les trottoirs et la piste cyclable. Pour certains, cette décision vient tout simplement à son heure. Le BRT a coûté des milliards de francs CFA et pour cette raison, je pense que nous devons le sauvegarder. À partir de cette date, de nombreuses rues deviendront en sens unique. La rue Escarfé, la rue Djaraf Mamadou Hassan Paye, l'avenue Petersen, la rue du Liban, la rue Félix Eboué, la rue Place 127 ou encore l'avenue du président Macky Sall. Moussa Mané, après Dakar, direction la capitale du rail pour parler de l'enseignement supérieur. L'école polytechnique de Thiès a obtenu l'accréditation de la commission des titres d'ingénieur pour ses diplômés. Cette accréditation dénommée CTI atteste non seulement de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement, mais aussi permet également à l'école d'accéder au cercle restreint des plus grandes écoles d'ingénieurs du monde, un rang très honorable, une reconnaissance internationale. C'est une correspondance de Binta Traoré et de Matar Diarra. L'accréditation présente plusieurs avantages et permet une reconnaissance internationale. L'EPT qui vient d'être accrédité bénéficie d'une reconnaissance internationale au regard des standards académiques internationaux. Donc je peux dire que l'EPT a part de maintenant rejoint le rang des grandes écoles à caractère international dont les programmes sont reconnus de façon internationale aussi au regard des standards internationaux. Les parents qui avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants pour aller chercher un diplôme français ou européen peuvent se contenter maintenant de rester sur place. Les enseignements alignés aux standards internationaux. Ça permet de développer ou bien d'avoir une bonne assurance de la qualité de l'enseignement. Ça veut dire que maintenant, nos enseignements qu'on dispensons sont reconnus internationalement comme étant alignés aux standards internationaux. Un troisième avantage, c'est que ça favorise beaucoup l'accès à des offres et des opportunités. Ça veut dire que maintenant tout ce qui est projet, tout ce qui est appel à candidature à des projets, aussi bien à caractère académique et de recherche, l'EPT est très bien positionné du fait de son caractère et de son label CTI. Une facilitation de la mobilité académique et professionnelle. Ça facilite la mobilité aussi bien académique que professionnelle. Et là, je peux développer un tout peu pour dire que dans le cadre du 4e axe, qui parlait un peu de la conception et de la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de partenariat, depuis quelques années, quand même, le PT a développé pas mal de conventions de partenariat avec des partenaires institutionnels ou académiques d'ici ou d'ailleurs. Et un point important de ces conventions
était la mobilité des étudiants. L'école polytechnique de Thiès, dans le cadre de l'amélioration de ses enseignements, a sollicité la commission d'éthique d'ingénieurs, une structure indépendante française pour une évaluation des programmes d'enseignement de l'école polytechnique. Après évaluation, l'on peut dire que les diplômes délivrés par l'école sont égaux à ceux délivrés par les grandes écoles d'ingénierie en Europe. Merci à vous, Binta Traoré. Parlons à présent des femmes juristes. Dans le cadre de la célébration de ces 50 ans d'existence, l'Association des juristes sénégalaises a organisé ce dimanche une randonnée pédestre, une occasion pour dénoncer les cas d'exploitation sexuelle des femmes et des enfants en ciblant la région de Kédougou où des femmes et des enfants sont exposés à ces violences. L'AJS a aussi profité de l'occasion pour faire le point sur l'évolution de l'effectivité de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. C'est un compte-rendu signé Djenaba Omar Sow. Mettre fin à la traite et à l'exploitation des femmes et des enfants, c'est l'objectif de l'Association des juristes sénégalaises. Célébrant ses 50 ans d'existence, l'AJS compte passer d'abord par la sensibilisation pour arriver à ses fins. La randonnée fait partie de ces méthodes de sensibilisation, de ces moyens de sensibilisation que nous utilisons. Mais nous descendons également sur le terrain à travers nos boutiques de droit, notamment dans les régions de Dakar, où nous en avons 3, mais aussi dans 7 autres régions, notre ambition étant de couvrir toutes les autres régions. Pour cette randonnée pédestre, l'AJS a mis un focus particulier sur la zone aurifère de Kédougou, où les femmes et les enfants sont exposés à ces violences. Un choix qui réjouit les femmes de cette zone, venues participer à cette activité. Nous sommes très réjouis, en tout cas, très contentes, très heureuses de l'AJS, de fait qu'elle puisse choisir la région de Kédougou pour vraiment décrier ces exploitations des femmes dans les zones aurifères, la traite humaine, la traite des enfants, surtout la traite des femmes. Alors vraiment aujourd'hui, on ne fait que s'en réjouir. On remercie en tout cas l'AJS d'avoir pensé à la région de Kédougou. Ces juristes profitent de l'occasion pour faire le point sur l'évolution de l'effectivité de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, 4 ans après son adoption. Cette loi-là, nous avons pu l'examiner donc à un très haut niveau avec tous les acteurs il y a juste 2-3 jours et nous pouvons dire que de fortes recommandations sont issues de ce symposium que nous comptons partager. Nous allons également organiser d'ici à 2 ou 3 mois un grand symposium pour faire un peu le point, avoir un regard croisé comme on dit sur l'évolution des droits des femmes au Sénégal et dans la sous-région. À l'occasion de la célébration de ses 50 ans d'existence, l'Association des juristes sénégalaises prévoit une série d'activités pour dire stop aux violences faites aux femmes et aux enfants. Et nous en arrivons à l'actualité hors de nos frontières qui nous mène au pays d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire. Après la destruction du quartier abattoir de Port-Boué en juin, le district autonome d'Abidjan a commencé à demander que les habitants du quartier Zimbabwe quittent les lieux avant la démolition. Selon les autorités locales, ce site ne respecte ni les normes ni la réglementation en matière d'urbanisme et d'habitat. Désemparés, plusieurs riverains se sont réunis samedi 27 juillet 2024 devant le centre de santé local pour demander que leur logement soit épargné. Sekou Djemé nous en dit plus. En 2016, les habitants du quartier Zimbabwe à Port-Boué avaient reçu une mise en demeure émise par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine, leur enjoignant de quitter les lieux. 8 ans plus tard, les riverains sont sommés de quitter les lieux sans délai. Vêtus de blanc, plusieurs centaines d'habitants de ce quartier scandent à l'unisson « On va au Zimbabwe !» Ils lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités ivoiriennes. Leur souhait est de demeurer sur ce site où ils sont installés pour la plupart depuis de nombreuses années. Plutôt que de démolir le quartier, ces riverains appellent à une restructuration des lieux.
De retour à Dakar, Sékou Diémé a fait un saut au Mali où la localité de Tenzaouaten a été l'épicentre d'affrontements depuis jeudi 25 juillet entre les rebelles du cadre stratégique et permanent et l'armée malienne fortement appuyée par les mercenaires russes. Les deux dernières forces crient victoire mais ont en réalité subi des revers et des pertes importantes selon plusieurs sources. Sékou Diémé nous en dit plus. Dans 3 différents communiqués, l'armée malienne a donné sa version des faits. Elle avait en face une coalition de terroristes et reconnaît avoir perdu 2 soldats alors que dans le camp de l'ennemi, il y a plus de 20 personnes tuées. Cette version des événements est catégoriquement démentie par les rebelles et d'autres sources. En réalité, explique le porte-parole des combattants du CSP, l'armée malienne et son inséparable allié sur le terrain, les mercenaires russes, ont subi des revers et de très lourdes pertes. Un élu du nord du Mali confirme que les mercenaires russes et l'armée malienne ont perdu les batailles de ces 3 derniers jours avec des pertes importantes. C'est ce voyage international de Sékou Diémé qui boucle cette édition. Merci à Pape Bandagaï pour la coordination, à Bamba Traoré et donc Pape Diop pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité sportive vous sera donc décortiquée tout à l'heure dans l'émission Sport sur 7 et comme invité, le desk sport reçoit Malik Goudiaby, coach de basket, Alioune Badara Diop, vice-président, Uzo en charge donc des finances et du partenariat, ainsi que Mbaye Jacques Diop, enseignant, chercheur au BM, spécialiste en management des organisations sportives. Ce sera à partir de 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain dans la matinale. Excellente soirée à toutes et à tous.